Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. À quelques mois de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à Paris, direction le plus grand pays pollueur de la planète. Je veux parler de la Chine, qui vient d'annoncer sa contribution à la réduction des gaz à effet de serre en fixant son pic de pollution à 2030. Mais d'ici là, il faudra que le pays mette en place une économie plus verte, alors que le charbon représente encore 70% de l'énergie consommée en Chine. Pékin fait pourtant des efforts en sanctionnant les usines polluantes, mais pas facile de s'en prendre à des industries disséminées sur tout le territoire et liées aux gouvernements locaux. Si la prise de conscience est en marche, les obstacles restent donc nombreux. Pollution, la Chine à bout de souffle. Reportage de Clémence Dibou, correspondante de France 24 en Chine. Un brouillard épais qui recouvre tout, ou des usines qui crachent de la fumée. Des images de pollution qui collent désormais à la Chine et que Pékin veut aujourd'hui combattre. L'année dernière, le gouvernement a déclaré une guerre nationale contre la pollution et promet de fermer les usines les plus polluantes. Mais derrière les grandes annonces, qu'en est-il réellement sur le terrain ? La Chine va-t-elle pouvoir venir à bout de cette pollution, l'une des plus importantes de la planète ? C'est un jour de beau ciel bleu que nous rencontrons Chang Kai, spécialiste de la pollution. Sur les 4 centrales à charbon que compte Pékin, 3 ont été récemment fermées par le gouvernement. Ce militant Greenpeace se rend aujourd'hui devant la plus importante d'entre elles pour relever la qualité de l'air, un an après sa fermeture. Alors aujourd'hui, le taux de concentration de particules fines est légèrement inférieur à 5 microgrammes par mètre cube. C'est en dessous des standards préconisés par l'Organisation mondiale de la santé qui est de 10 microgrammes. Donc c'est très bien, ça veut dire qu'en ce moment, l'air n'est pas pollué du tout. En un an, la qualité de l'air s'est améliorée de 13% à Pékin. Des résultats rapides donc. Et pourtant, il y a un aspect géographique qui n'a pas échappé à notre spécialiste. En fait, en parallèle de ces fermetures, la Chine construit de nouvelles centrales à charbon plus à l'ouest, dans le Xinjiang ou le Shaanxi ou la Mongolie intérieure, des provinces où la densité de population est moindre qu'à Pékin et où il y a moins de médias. La Chine fait des efforts, mais ça ne veut pas dire que la pollution n'existe plus. Je dirais plutôt qu'elle a été déplacée plus à l'ouest, là où il y a moins de monde. Loin des grandes annonces, les défenseurs de l'environnement reprochent au gouvernement de sacrifier certaines régions en matière de pollution de l'air, mais aussi de pollution de l'eau. Xiadian, petit village à 40 km de Pékin, spécialisé dans la sidérurgie. Pendant près de 10 ans, les eaux usées chargées de métaux lourds ont été rejetées dans la rivière, entraînant des dizaines de maladies du foie ou du poumon parmi les habitants. Xiadian est ce qu'on appelle en Chine un village cancer. Et pourtant ici, le grand plan national qui vise à améliorer la qualité des rivières chinoises, personne n'en a entendu parler. Il faut dire qu'officiellement, le gouvernement local nie tout problème de pollution. L'eau est polluée ici. Et toi là-bas, va-t'en, va-t'en. L'odeur est vraiment très forte, ça sent mauvais. Pollué, n'importe quoi, regarde là-bas, on voit 2 canards sauvages, c'est bon signe. Dans le village, il n'y a guère que Feng Jun, un ancien agriculteur, qui ose soulever le problème. Avant l'arrivée de l'usine, il y avait des poissons, des crevettes. On pêchait dans la rivière, les enfants s'y baignaient. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien, juste une très mauvaise odeur. Sa famille habitait juste à côté de l'usine. 5 ans après son ouverture en 2006, ses 2 filles tombent malades. Quand ma première fille est tombée malade, on a tout de suite fait faire des tests sur l'eau de notre puits et l'eau de la rivière. La quantité d'arsenic était 3 fois supérieure aux doses maximales recommandées. 1 an plus tard, mon aînée est morte d'une leucémie. Et ma deuxième fille a eu une thrombose veineuse très douloureuse. L'usine n'a pas fait grand-chose pour les soigner. Ma famille est détruite. Depuis,
Feng Jun cherche à faire condamner l'usine, mais pas facile de s'en prendre aux plus gros employeurs de la région. Informés de notre présence, une dizaine d'hommes qui disent faire partie du gouvernement local nous demandent de les suivre dans leur bureau. Ils veulent qu'on rentre dans leur municipal de camping. Feng Jun, lui, préfère rentrer dans sa voiture. Il se dit sous surveillance. J'ai déjà été frappé 2 fois. La première fois, c'était juste après nos tests sur la qualité de l'eau. 4 gardiens de l'usine m'ont passé à tabac. J'ai passé 20 jours à l'hôpital. La seconde fois, je sortais acheter des cigarettes. Quelqu'un m'a mis un sac sur la tête et plusieurs personnes m'ont frappé à terre. Ils m'ont mis dans une voiture, m'ont jeté sur une autoroute près de Tianjin à 100 km de là. Ils ont beaucoup d'hommes de main. Après un trajet de quelques minutes, nous arrivons devant l'usine d'acier en question. Elle a agrandi ses locaux récemment, son activité serait florissante. Mais les gardes nous demandent rapidement de partir. Impossible de parler à la direction. Pourtant, sur son site internet, l'entreprise explique avoir fait des efforts et déboursé 700 000 € dans une installation de traitement des eaux usées. Difficile à croire pour Feng Jun. Il vit désormais seul dans cette petite maison, après avoir cédé ses terrains pour payer le traitement médical de ses 2 filles. Sa femme a préféré quitter le village avec leur 2e fille malade. Voilà, c'est ce que je garde de mes filles. Ici, ce sont des photos de mon aîné avec les docteurs et les infirmières à l'hôpital. Après 10 ans de procès, d'appels et de recours judiciaires, il n'a jamais réussi à faire reconnaître ce problème de pollution. J'ai écrit des lettres à tous les dirigeants, frappé à toutes les portes, mais aucun service de l'État n'a fait son travail, aucune cour de justice, aucun procureur. À chaque fois, ils ont maintenu le même verdict. D'après la législation sur la pollution de l'eau, c'est à moi de fournir des preuves de ce que j'avance. Mais c'est tout le contraire, il me semble. C'est à l'usine de prouver qu'elle ne pollue pas. En plus, j'ai bien le papier qui certifie que l'usine est construite au beau milieu d'une zone d'habitation. C'est bien une infraction, ça, non? Je ne comprends pas. Mais pas question pour lui de baisser les bras. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons à Pékin. Il vient consulter un avocat bénévole qui défend les victimes de pollution. Ensemble, ils vont essayer de monter un nouveau dossier. C'est vrai que l'entreprise paye énormément d'impôts locaux. C'est le plus gros employeur de la région. Le gouvernement local lui aurait dit que c'est impossible pour eux d'abandonner l'usine et de les laisser aller au procès. Ils seraient très proches des dirigeants de l'usine. On reçoit d'ailleurs souvent des pressions dans ce genre de dossier. Mais pour l'avocat, il y a une nouvelle donne dans la société chinoise qui pourrait tout changer pour Feng Jun. Il faut qu'il attire les médias chinois, l'opinion. Comme ça remontera à un dirigeant. Dans ce cas, peut-être qu'un chef du parti pourra prendre une décision. Une fois qu'un haut dirigeant aura vu son dossier, il est possible qu'il soit revu, ou alors que la loi soit changée. Et pour ce spécialiste du droit de l'environnement, la pression populaire serait beaucoup plus efficace pour lutter contre la pollution que les politiques de Pékin partiellement appliquées au plan local. Justement, aujourd'hui, Wang Sanfa doit recruter de nouveaux avocats pour l'association d'aide aux victimes qu'il dirige. Et la salle est presque trop petite. Une nouveauté pour l'ONG. Jusque-là, les candidats ne se bousculaient pas vraiment, plus intéressés par des carrières lucratives dans le domaine privé. Mais les motivations évoluent pour cette candidate. Je suis spécialiste en droit des affaires, mais j'ai vu des vidéos et des histoires de personnes victimes de la pollution. Et les effets sont de plus en plus sérieux. Ça affecte notre santé à tous. Rejoindre cette ONG, plaider pour des victimes, c'est une bonne opportunité de faire quelque chose. À travers les cas que je vais plaider, j'espère attirer l'attention du public et peut-être des dirigeants pour faire bouger les choses et améliorer la vie des gens. Une prise de conscience récente. Il faut dire qu'il y a quelques mois, un documentaire choc publié sur Internet a marqué les esprits. Une ancienne présentatrice vedette explique comment la tumeur détectée chez sa fille lui a ouvert les yeux. Jusque-là, tout le monde disait que le brouillard pékinois était dû à des facteurs climatiques passagers. Personne ne s'en inquiétait vraiment. Avant, je ne me préoccupais pas de la pollution, je ne portais pas de masque. Mais en 2013, il y a eu ce smog à Pékin pendant 2 mois. Et ça m'a fait réaliser que ça n'avait rien de fortuit et qu'il n'allait pas disparaître comme ça.
À grand renfort de graphiques et d'images chocs, elle dénonce la corruption qui règne chez les industriels. Un électrochoc pour beaucoup de Chinois, 100 millions de vues en un week-end avant d'être censuré. Et les récentes promesses du parti pour lutter contre la pollution n'y changent pas grand-chose. Inquiets pour leur santé, ceux qui le peuvent préfèrent désormais quitter la capitale. À 3000 km plus à l'ouest, changement de décor radical. Dali, petite ville au cœur des montagnes du Yunnan, ses paysans et ses Pékinois reconvertis. Chao Roi occupait un poste convoité d'ingénieur informatique. Mais l'année dernière, il a décidé de vendre son appartement et de tout quitter pour cultiver ce chandri. C'est complètement différent. Je ne connaissais rien en matière d'agriculture, rien du tout. Mais je commence tout juste à comprendre quelques trucs. Mais je préfère vraiment être fermier. L'argent, c'est bien, mais la sérénité, être épanoui, c'est le plus important, je pense. Une nouvelle vie au grand air pour lui et toute sa famille. Fini les masques de protection et les après-midi confinés dans l'appartement les jours de forte pollution. Désormais, c'est dans la véranda ouverte qu'on prend les repas. L'air est meilleur ici. Les enfants sont en meilleure santé. Quand on était à Pékin, mon fils tombait très souvent malade, 2 à 3 fois par an. Alors que depuis qu'on est arrivé à Dali, il n'est tombé malade qu'une seule fois. Le climat est meilleur et les enfants peuvent avoir des activités dehors. Beaucoup de familles de l'ancienne école de notre fils sont en train de réfléchir à déménager ici. Du coup, il n'y a presque plus aucune maison à acheter. Des néo-ruraux qui reconnectent donc avec la vie de village. Et le samedi matin, c'est le petit marché bio du coin qui fait le plein. C'est ici que les anciens citadins viennent faire leurs courses. Des produits artisanaux vendus pourtant 2 fois plus cher que sur les autres marchés de la région, mais qui séduisent de plus en plus. C'est vraiment mieux car c'est beaucoup plus sain. Tu peux retrouver le vrai goût des légumes qu'on avait un peu oubliés. Avant, ça n'existait pas dans le coin. Les marchés bio, c'est nouveau. C'est un début, une première plateforme pour tous ceux qui veulent vendre leurs produits artisanaux, tous ceux qui font du bio à Dali. La petite communauté en est persuadée, leur mode de vie devrait séduire beaucoup de Chinois dans les années à venir. Les 20 dernières années, avec le boom économique, les gens ont beaucoup travaillé. C'est la première génération de parents à pouvoir se permettre un style de vie différent. Alors on espère que le gouvernement va faire des progrès pour soutenir ce style de vie. J'espère qu'on va aller vers toujours plus de choses saines. En attendant une future reconversion verte de la Chine, Feng Jun, le villageois de Xiadian, lui, privé de ses terres et sans revenu fixe, n'a d'autre choix que de retourner dans son village pollué du Rebeil. Il espère ouvrir un nouveau procès pour enfin faire condamner l'usine, près de 10 ans après la mort de sa fille aînée. Et en duplex avec nous, Clémence Dibou, correspondante de France 24 à Shanghai. Clémence, le Premier ministre chinois vient donc d'annoncer, à Paris même, qu'il se donne 15 ans pour inverser la courbe de la pollution. Enfin, un engagement précis, pourrait-on dire, mais peut-on croire, quand on voit dans votre reportage la censure, la répression, quand on aborde ce sujet ultra sensible ? Ce qu'on peut d'abord voir, en tout cas, c'est la réelle volonté politique de Pékin de lutter contre la pollution. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est devenu parmi la population chinoise l'un des principaux sujets d'inquiétude. Les Chinois ont des questions sur leur santé, sur les conséquences par rapport à la population. Certains sont même révoltés par les usines qui polluent sans vergogne. Et donc Pékin veut éviter une cristallisation des mécontentements autour de ces questions. Il veut montrer qu'il agit, mais effectivement une réelle volonté politique, on l'a vu, eh bien, qui se heurte aux réalités du terrain et notamment aux gouvernements locaux et à leur proximité avec les industries polluantes de certaines régions. Oui, et on sait que la corruption est un problème majeur en Chine et que les questions de l'environnement n'échappent pas à ce fléau.
Oui, c'est même l'un des principaux freins pour mettre aux normes les usines polluantes, très souvent protégées et soutenues par les gouvernements locaux, on l'a vu. Par exemple, dans la province du Hebei, où nous sommes allés enquêter pour ce reportage, eh bien, l'association Greenpeace a relevé que seulement 2 usines étaient aux normes sur les quelques 200 que compte la région. En fait, pour schématiser, on peut classer les entreprises en 2 catégories. Les grands groupes d'État qui sont, eux, ciblés de plus en plus par des amendes lourdes de la part du gouvernement, et puis les industries plus petites, plus locales, disséminées sur tout le territoire chinois, qui sont souvent proches des gouvernements locaux, et celles-ci, bien, il est difficile de leur appliquer des amendes. Alors, quand on ne peut pas régler le problème, on le déplace en déménageant les usines les plus polluantes. C'est ce qui est en train de se passer autour de Pékin, c'est ce que vous décrivez, avec la transplantation de ces usines ailleurs, dans des zones moins peuplées. En fait, ce qui se passe, c'est que Pékin prend des engagements à l'international, on l'a vu cette semaine en France, mais aussi auprès de sa population, auprès de la population chinoise, en annonçant par exemple que Pékin va tout faire pour faire baisser la consommation de charbon en Chine, ou encore il promet d'améliorer la qualité de l'air à Pékin. Alors on peut louer cette volonté de transparence dans les objectifs, mais une fois ces objectifs annoncés pour Pékin, pas question de ne pas atteindre sa cible. Donc la priorité en ce moment, c'est améliorer l'air de la capitale, là où se trouve la majorité des observateurs internationaux ou des ambassades. Et donc il faut améliorer la qualité de l'air, quitte à effectivement mettre un peu plus loin, rejeter un peu plus loin les usines les plus polluantes. Oui, en illustration, on le voyait, donc ces périphériques de la capitale chargées de circulation et cette pollution automobile très importante. Merci Clémence Dibou, vous êtes correspondante de France 24 à Shanghai. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.